Nous espérons que vous en avez profité. Nous allons installer, en tout cas c'est prévu, le dernier atelier des modèles de réussite au compte de cette journée avec Khadija Ba, responsable Blue Zone, Anne Moudatouba, directrice conformité GAC, Suleiman Sow, PDG de Solodjagi, professeur Abdoulaye Banire Diallo, professeur à l'Université de Montréal. Je voudrais également faire la lecture de cette note. C'est un concours d'écriture à l'occasion du Forum de l'étudiant guinéen FEC 2018. Conakry, capitale du livre, organise en collaboration avec le club de slam JR ICUL un concours d'écriture slam avec pour thème la problématique des déchets à Conakry. Le concours est ouvert à tous. 3 pages au maximum, Police Time New Roman, taille 12, lieu de dépôt des textes à l'adresse concours feg18@gmail.com ou au stand de Conakry, capitale mondiale du livre, au Palais du Peuple. Date limite des dépôts, vendredi, donc aujourd'hui, à 17 h. On a encore quelques heures. 3 prix seront remis aux 3 meilleurs textes. Remise officielle des prix, samedi 12 mai, à la clôture du FEG, ici même au Palais du Peuple. À présent, mesdames et messieurs, on va installer la conférence, la 6e conférence. Donc, nous allons entendre des spécialistes ou des personnalités choisies à cet effet sur le leadership féminin dans l'enseignement et la recherche scientifique. Et sans tortiller, je vais appeler la modératrice Zainab Kamara, chef de cabinet, ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, on l'applaudit. J'appelle Aïssatou Bilisso, chercheur CERESCOR. On l'applaudit, s'il vous plaît. Va suivre Dr Djena Boubari, enseignante, chercheur. On l'applaudit. Mesdames et messieurs, Salimata Kanté, directeur de cabinet adjoint, ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Salimata Diallo, fondatrice de l'université René Lévesque. On l'applaudit. Va suivre Dr Djaka Sidibé, chef de département Université Mohamed V. Et pour compléter ce plateau féminin, on va appeler un homme, un monsieur, Abdoulaye Yero Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous allons écouter ses éminences sur le leadership féminin dans l'enseignement et la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle conférence. Bonsoir mesdames et messieurs, chers étudiants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir assister à cet important panel où nous débattrons autour d'un sujet important pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, mais aussi pour notre pays, pour le développement de notre pays. Donc nous allons parler de leadership féminin au niveau du système de l'enseignement supérieur et de la recherche, la contribution des femmes pour le développement de ce secteur et le développement de notre pays, les enjeux, les défis auxquels elles sont confrontées. Et surtout, j'aimerais qu'on puisse s'appesantir sur les pistes de solutions pour que l'implication effective des femmes dans l'enseignement supérieur de la recherche scientifique soit une réalité. Donc que nous ne soyons pas seulement dans les revendications,
mais qu'en tant que chercheur, en tant qu'enseignante et en tant que politique, nous puissions trouver ensemble des solutions viables, concrètes, pour que les jeunes filles, les femmes qui sont dans ce secteur puissent avoir des perspectives et dire que c'est possible d'être une femme, c'est possible d'être une fille et évoluer dans le système d'enseignement supérieur de la recherche scientifique. C'est possible d'être une femme ou une jeune fille et s'orienter vers les filières techniques, qu'il ne faut pas avoir peur de ces filières. Donc nous allons avoir des débats très intéressants avec des femmes chercheurs, des fondatrices, donc le secteur privé, notamment en termes de financement. Je poserai des questions dans ce sens. Et Monsieur le ministre qui a bien voulu nous faire honneur de sa présence aujourd'hui et pour qu'il puisse rentrer en détail sur les perspectives, les approches ainsi que les projets que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié pour la promotion du leadership féminin dans notre pays. Et on espère aussi avoir la contribution de Madame Salimata Kanté de la Côte d'Ivoire, voir dans quelle mesure elle peut partager son expérience dans ce sens avec nous ce soir. Donc je ne vais pas tarder avec les commentaires, je vais vous donner la chance de pouvoir entrer dans les détails et suite à vos interventions, je vais passer la parole au public parce que j'aimerais que cette session soit une session interactive, qu'on ne s'écoute pas entre nous, mais qu'il y ait aussi des échanges avec les étudiants, avec le public présent ce soir. Donc premièrement, je vais commencer par le seul homme sur le panel, discrimination positive. Monsieur le ministre, peut-être pour camper le décor et nous dire au niveau de votre ministère, donc qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que nous ayons, premièrement, plus de femmes à des postes de responsabilité, parce que lorsque vous n'êtes pas autour de la table, les décisions sont prises sans vous, donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, les étudiantes qui sont sur les campus, comment s'assurer qu'elles sont dans un environnement sain où elles peuvent étudier, on peut découvrir leurs talents et les accompagner pour qu'elles soient les vectrices de développement de notre pays. Merci pour cette opportunité. Je me retrouve entouré de si belles dames et c'est un privilège et j'espère que c'est moi qui vais plutôt apprendre d'elles qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la condition féminine au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tout à l'heure, la même question avait été presque posée et tout le monde sait qu'il y a un service genre et équité dans notre ministère qui essaie de faire la promotion des femmes, pas seulement pour les postes de responsabilité, mais aussi pour leur formation, leur insertion socio-professionnelle. À titre d'exemple, je pense qu'on finance actuellement au moins 14, 16 étudiantes et femmes enseignantes aussi, que ce soit au niveau du doctorat ou au niveau du master, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. Cette année, en tout cas depuis l'année dernière, nous avons fait un peu la promotion des femmes au sein des universités, au sein du cabinet. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais le plus important, comme le disent les anglo-saxons, le plus important dans une bataille, c'est de l'engager. Donc cette bataille est engagée pour que la femme, les jeunes filles occupent un rôle essentiel dans nos systèmes éducatifs. Vous savez, mais en fait, on a ce décalage-là, c'est que depuis l'origine, on envoie très peu de jeunes filles à l'école. Donc ça explique aussi un peu le gap que nous avons, mais j'espère que nous allons rattraper ce gap-là rapidement. Et je suis heureux de voir que même dans le secteur privé, il y a des femmes fondatrices. J'en connais au moins 3 ou 4. C'est pas mal déjà. 5, vous êtes 5 en plus, fondatrices d'universités privées. Donc ça veut dire que quand on veut, on peut aussi. Il ne faut pas que les jeunes filles ou les femmes attendent qu'on vienne leur dire ce qu'il faut faire. Il faut qu'elles bougent, elles revendiquent leurs droits et puis surtout qu'elles puissent assumer aussi les différentes responsabilités. Nous sommes en train de réfléchir au niveau du ministère en ce qui concerne l'accès beaucoup plus important des jeunes filles à l'université. Et aussi,
comment elles peuvent finir complètement leur cursus sans être sujettes à beaucoup, en tout cas à notre environnement social qui est un peu lourd. Donc nous travaillons sur ces questions-là. Et surtout, comment les aider à aller dans les secteurs que l'économie nationale demande aujourd'hui, le secteur des sciences et de la technique. Et c'est à propos, c'est à juste propos qu'un prix d'excellence a été créé pour les étudiantes et en tout cas les femmes qui sont dans l'enseignement. Et récemment à l'université Gamal, ce prix a été remis. Je crois l'une des récipiendaires parmi nous, professeur Barry, qui a reçu un prix d'excellence, et des étudiantes aussi. Donc c'est un processus dynamique que nous allons continuer. Merci beaucoup. Donc, je vais juste rebondir sur votre dernière intervention en parlant du prix de l'excellence. Nous avons actuellement 2 lauréates de ce prix, donc Dr Baldé Djenabou et Dr Diaka Barry, pardon, je vous ai transformé en Baldé. Dr Barry et Dr Diaka qui sont lauréates de ces prix d'excellence. Donc peut-être que je vais passer la parole à Dr Diaka Sidibé, qui est ingénieur, je pense, donc qui vient d'une branche technique. Et donc, quels sont les défis, à votre avis, pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes filles, jeunes dames, qui se lancent dans les filières techniques, pour leur montrer qu'il y a des perspectives, des débouchés d'emploi, pas seulement être enseignante, mais des débouchés d'emploi dans ce sens. Merci Madame la chef de cabinet de me donner cette opportunité de pouvoir partager pendant ce panel avec d'éminentes dames, professeurs et docteurs dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Vous n'êtes pas sans savoir déjà que ça fait bien longtemps, lorsqu'on prend les années 1970-1970, très peu de femmes étaient instruites. Et depuis plusieurs années, on assiste quand même à pas mal d'avancées dans ce domaine. Et lorsque je reviens encore dans les années 1970-1970, très peu de jeunes filles étaient inscrites à l'école secondaire. Donc, en termes de défis, c'est énorme. Les défis sont énormes. Donc, ça commence déjà dans dans tout ce qui est manque d'accompagnement au niveau de ces jeunes filles. Vous avez parlé tout à l'heure que je suis ingénieure, donc des branches techniques. C'est déjà, j'en parlais tout à l'heure, je m'excuse avec Madame Aïssatou Bilisso, d'une idée que nous venons de lancer en fait pour pallier à un des défis majeurs qui est l'implication des jeunes filles dans les branches techniques et autres. Je pense que au-delà de l'accompagnement que nous pourrions faire, il y a tout autre problème qui subsiste, d'accord? C'est ce manque d'ambition souvent au niveau des jeunes filles. C'est un défi énorme qu'il faut pallier, peut-être via la sensibilisation, on l'a dit tout à l'heure, pour embrasser tout ce qui est branche technique. Ensuite, je vais vous parler d'un autre défi qui est peut-être le manque d'implication dans tout ce qui est changement organisationnel et prise de décision au niveau des jeunes filles d'abord, et ensuite arriver au niveau de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. On l'a dit et on en reviendra tout à l'heure en termes de solutions et de perspectives en tout ce qui est remédiation de l'implication des femmes dans l'enseignement supérieur. Donc il y a pas mal de défis, peut-être que je vais rebondir tout à l'heure sur ce que vont proposer d'autres dames lors de ce panel-là. D'accord, merci beaucoup. Madame Diallo, fondatrice de l'université René Lévesque. Donc là, nous allons parler de la contribution du secteur privé dans l'enseignement, qui est une composante très importante. Et il est bien de voir que nous avons l'implication des femmes entrepreneurs dans ce secteur de l'éducation de notre pays. Donc, est-ce que, à votre avis, être femme dans le secteur public, vous avez les mêmes défis que les femmes qui se retrouvent dans le secteur privé? Merci, Madame la chef de cabinet. Je vais féminiser parce que là, nous sommes entre femmes, donc il faut que nous prenions quand même le devant pour dire la chef de cabinet. De me donner l'opportunité de témoigner un peu sur notre implication en tant que femme dans l'éducation et surtout dans l'enseignement supérieur
pour l'épanouissement de la jeune femme ou de la jeune fille. Je dirais que ce n'est pas une tâche facile, mais notre participation, c'est augmenter le taux d'insertion et le taux d'accès, l'accès de la fille à la formation et surtout dans le domaine de la formation supérieure et professionnelle. En ce qui me concerne, j'ai commencé par la formation professionnelle en 1999. Cette formation a permis à beaucoup de jeunes filles femmes d'accéder, puisque nous retrouvons dans ces filières techniques telles que la comptabilité, qui étaient presque destinées aux hommes, 95% des filles, des étudiants sont des filles femmes à l'Institut René Lévesque. Donc je dirais que ça a permis aux filles vraiment d'intégrer les branches techniques parce qu'il y a beaucoup de mathématiques. Et au niveau de l'université, nous enregistrons aussi beaucoup de filles qui sont dans les filières TIC, qui font du génie, qui font les branches de télécom et qui ont participé souvent aux éditions qui se sont déroulées à Gamal pour montrer quand même qu'elles sont des filles qui peuvent compétir. Donc voilà autant de choses que nous encourageons et notre participation c'est à ce sens pour qu'il y ait beaucoup plus de filles et femmes au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche et aussi au niveau de la formation professionnelle. Merci. Bien. Merci beaucoup Radia. Je vais me tourner maintenant vers les femmes chercheurs. Madame Aïssatou Bilisso, donc chercheur au CERESCOR. Et nous savons qu'il y a très peu de filles. Dans l'enseignement, il y a des femmes. À la recherche, c'est encore moins. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait pour encourager les jeunes filles, les femmes, à emboîter le pas, donc vos pas, pour être chercheurs? Parce que nous l'avons répété aujourd'hui, ou depuis le début, c'est que la recherche doit être au cœur même du développement du pays. Et pour cela, il faut que les femmes puissent y contribuer et avoir une part importante, être des actrices importantes dans ce secteur. Oui, je commencerai par vous remercier le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de nous donner l'opportunité de nous exprimer à l'occasion de ce forum des étudiants guinéens. Je voudrais rappeler aussi à Madame la chef de cabinet que je suis aussi lauréate du prix d'excellence. Donc il fallait que j'en parle aussi. Et donc, moi, je pense que le problème d'accès à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, à mon avis, se situe à deux niveaux. Et si on prend au niveau de l'enseignement secondaire, notamment au niveau du collège et du lycée, et on a très peu de filles qui s'orientent en sciences mathématiques ou en sciences expérimentales. Je pense que cela est dû au fait que d'abord, il y a un problème il y a les stéréotypes. Il y a le fait aussi qu'on ne fait pas suffisamment de sensibilisation, on n'informe pas suffisamment les filles pour qu'elles puissent s'orienter vers les filières techniques. Le deuxième aspect, à mon avis, est d'ordre législatif. Parce que je vais prendre un simple exemple, c'est l'orientation des bacheliers. Quand les élèves arrivent à ce stade-là, il y a des quotas. On dit par exemple, en génie civil, il n'y a pas plus de 100 places. C'est un exemple que je donne. Et pour y accéder, il faut avoir une certaine moyenne, c'est-à-dire une moyenne élevée, 13 ou 14 de moyenne. Il se trouve malheureusement que assez souvent, les filles, elles n'ont pas ces moyennes-là. Mais si on a la volonté politique, on veut prendre des mesures législatives pour quand même donner la chance aux filles que malgré les moyennes qu'elles ont, je ne dis pas de prendre les filles qui ont 8 ou 9 de moyenne, mais quand même que celles qui ont 10 de moyenne aient la chance d'être dans ces filières-là, ça pourrait améliorer la situation.
Le deuxième aspect, la deuxième difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés, je prends l'exemple sur moi-même, c'est mon parcours. Quand nous terminons la licence, il faut faire le master. Assez souvent, on a des difficultés, on est marié, on a commencé à enfanter et on n'a pas la possibilité d'aller tout de suite vers le master. Et quand bien même on a envie de faire le master, en général, on n'a pas les moyens financiers pour faire face. Et donc, à partir de là, il faut le master. Moi, j'ai mon master depuis 2009, mais jusqu'à présent, je n'ai pas mon doctorat. Ce n'est pas parce que je ne veux pas l'avoir, mais j'ai pas eu, j'ai été submergée par des stress domestiques et beaucoup d'autres choses qui ont fait que je n'ai pas pu y aller et que c'est maintenant que j'essaie d'y aller. Donc, je pense que même à ce niveau-là, on peut prendre des mesures législatives, c'est-à-dire on se fixe des objectifs, on essaie de relever le nombre et le pourcentage de femmes dans les différents départements, que ce soit au niveau du rectorat, au niveau des directions, des différentes directions, qu'on se dise dans les 5 ans, on va avoir 1/3 de femmes et qu'on s'y mette avec des décisions, avec la législation, on pourrait y parvenir. Si on se fixe 1/3 dans un premier moment, on se dit dans les 5 ans qui vont venir, il faudrait qu'on ait au moins 50% de femmes. Je pense que si on le fait, on pourra améliorer la situation des femmes dans l'enseignement et la recherche. Pour ce début, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Djenabou Barry, vous êtes enseignante, chercheur, mais aussi la présidente de l'Association des femmes chercheurs de Guinée, qui regroupe les femmes chercheurs de notre système. Donc, parlez-nous un peu des défis que ces femmes partagent avec vous et quelles sont les activités que vous menez pour pouvoir faire la promotion de ces femmes dans le système d'enseignement supérieur de la recherche de notre pays. Je vous remercie beaucoup, Madame la chef de cabinet. D'abord, je fais mien des remerciements de celle qui m'a précédée. Tout de suite, je ne reviens pas là-dessus. Je vois que ma question est un peu d'ordre informel à côté de l'institutionnel, c'est-à-dire plutôt ONG, je suis d'accord, on va l'assumer. Mais moi, avant de répondre à votre question, j'aimerais bien, avec ma déformation d'enseignante peut-être, me remettre un peu dans le contexte de notre présence ici, leadership des femmes dans l'enseignement supérieur. Vous savez, c'est très important de comprendre ce qu'est le leadership, parce que dans le dictionnaire français, le terme de leadership, c'est l'influence individuelle sur un groupe dans son premier sens. La notion de leadership n'inclut pas celle d'autorité, il s'agit seulement d'une personne qui domine en qualité les autres dans son domaine. Le deuxième sens de leadership s'identifie beaucoup au management, parce que là, le leadership est alors, je vais l'emprunter aux économistes, c'est la capacité de mobiliser des ressources, de collaborer, de collaborateurs, mobiliser des ressources et des collaborateurs pour atteindre des objectifs. Le leader, donc, c'est quelqu'un qui guide, qui influence et qui inspire. Donc, pour moi, la préoccupation centrale ici, c'est en quoi les femmes de l'enseignement supérieur peuvent avoir un leadership, en quoi elles peuvent guider, influencer et inspirer le système de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. J'en passe. Pour revenir un peu à la préoccupation des femmes enseignantes, de l'association des enseignantes chercheurs des institutions d'enseignement supérieur de Guinée, que nous nous rallions d'ailleurs l'idée des femmes chercheurs aussi, c'est la même maison, j'avoue, on va y penser. Donc, nous avons plusieurs défis qui nous interpellent. Un défi d'abord au niveau des étudiantes. J'avoue que nous emboîtons le pas au comité genre et équité, le support institutionnel de l'enseignement supérieur par rapport aux questions de genre et équité dans le système. Ensuite, il est dit dans l'agrément qui nous a été donné par le ministère de la décentralisation que nous avons le droit de soutenir les politiques sectorielles de base, les politiques sectorielles dans le domaine social, que nous avons aussi, cet agrément aussi nous donne l'autorisation de mettre sur pied des projets
dans le cadre du renforcement des capacités à travers les missions qu'on s'est assignées. Donc nous sommes en train de faire le constat. Dans les 17 institutions d'enseignement supérieur public, la trentaine d'institutions d'enseignement supérieur privé, nous avons réussi à relier beaucoup de femmes. Et dans notre association, nous avons des femmes du public, nous avons des femmes du privé. Et d'ailleurs, je tire mon chapeau pour les femmes du privé parce que c'est celles-là que j'appelle des vrais leaders. Parce qu'elles ont créé, elles ont été inspirées, elles ont créé, elles mobilisent des hommes, elles mobilisent des ressources. Donc, elles assurent une capacité de renforcement des ressources humaines, je veux dire. Donc, cela ne veut pas dire qu'il y a un fossé entre le système public et le système privé, parce que, c'est-à-dire, nous travaillons sur la même jeunesse, nous avons les mêmes étudiants. Donc, nos défis, c'est d'arriver à conscientiser nos étudiantes. Notre défi, c'est d'arriver à influencer le système qui est des modèles de femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Notre défi, c'est de nous impliquer un peu aussi dans l'élaboration des politiques. Vous savez très bien que c'est le politique avant tout, c'est extrêmement important. Pour parler terre à terre, c'est le politique qui dit, c'est le politique qui est la locomotive. Où on va, comment on doit aller, ça c'est le politique. Le reste, c'est les détails. Donc nous voulons fortement influencer les 6 axes de la lettre de mission de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et les actions prioritaires 2016-2020 du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour inclure dedans. Je sais qu'en son axe 2, on inclut fortement les étudiantes, on fixe même des pourcentages. La prise en compte des étudiants selon les conditions de pauvreté, l'augmentation des étudiantes pour la formation, et nous voulons qu'on inclue aussi les femmes enseignantes. On a élaboré des pourcentages d'ici 2020, mais nous aurions aimé voir dans ces axes de stratégie 2016-2020 que le département nous dise d'ici 2020-2020, 2016-2020, il y a eu certes des pourcentages en termes d'étudiantes. D'ici 2016 à 2016-2020, combien de pourcentage de femmes pourra figurer dans le système de prise de décision? C'est extrêmement important. Parce que le leadership, c'est la prise de décision. Le leadership, c'est la mobilisation des hommes. Et le leadership, c'est décider, c'est inspirer. Et ce n'est pas l'inspiration qui nous manque. Donc, c'est extrêmement important. Nous avons le bonheur de collaborer avec le ministère dans de bons termes. Nous sommes chaque fois interpellés par Madame le chef de cabinet qui en fait aussi son cheval de bataille. Et quand je dis Madame le chef de cabinet, je veux parler du ministère de l'Enseignement supérieur. En cela que le chef de cabinet est bien sûr la cheville ouvrière des ressources humaines. Donc, nos défis sont là. On a eu des pourcentages en termes de formation. Nous voulons aussi des fonds, non seulement au niveau du ministère, mais au niveau de notre ONG. Nous voulons collecter des fonds. Notre ambition n'est plus que nationale, elle est régionale et internationale. Nous voulons ressembler à la sous-région. Nous voulons ressembler aux universités du monde pour mobiliser. Et nous voulons que nos étudiantes aujourd'hui leur léguent un message, le message du leadership dans l'enseignement supérieur. Et le leadership, il ne s'invente pas. Le leadership se crée. Mais les politiques ont un rôle à jouer dans le leadership. Dans le privé, les politiques ont un rôle de facilitation. Mais dans le public, le politique est fondamental. Quelles que soient vos compétences, il faut une reconnaissance. Ce que nous avons eu la fois dernière, les prix d'excellence qui ont été décernés, ça a fait plaisir à plus d'un et ça a donné du courage aux étudiantes qui ont suivi ça et qui se sont dit « je peux y arriver aussi ». C'est ce que nous pouvons trouver. Mais ici, je pense que moi, je me focalisais tout sur la notion de leadership parce que on en fait notre cheval de bataille. Je vous remercie, Madame le chef de cabinet. Merci beaucoup, Dr Barry. Juste avant de passer la parole à la directrice de cabinet adjoint du ministre de l'Enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire pour partager l'expérience de notre pays frère, je voulais rebondir sur les quotas. Je suis personnellement favorable aux quotas parce que pour moi, tout ce qui n'est pas mesurable n'a pas d'impact. Donc il est important d'initier ces quotas. Mais la Guinée était à l'avant-garde justement de pouvoir introduire 30% de femmes à des postes de responsabilité. À notre grande surprise, il paraît que cet article ou cette disposition
de la Constitution, enfin de cet article a été éliminé lors de l'Assemblée, donc les assises de l'Assemblée nationale l'année dernière, à ma grande surprise. Donc les femmes d'antan se battaient pour avoir des quotas. Malheureusement, nous revenons en arrière. Et au niveau de l'enseignement supérieur, vous parlez de quotas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine, un certain, voilà, dichotomie entre les deux, entre vous-même, nous-mêmes les femmes, ce que nous voulons d'une part et ce que nous faisons? Et moi, cela ne m'inquiète pas parce que ce sont les hommes qui font les lois, ce sont les hommes qui font les institutions et ce sont ces mêmes hommes qui vont les changer. Quand je dis hommes, je dis des femmes et des hommes. L'Assemblée nationale aussi, Oui. Dr Barry. Oui. Donc c'est bien peut-être que nous puissions faire notre autocritique aussi. Oui, je suis que les d'accord. femmes, nous demandons 30% que nous avons obtenu et que nous-mêmes faisons partie de ces politiques, de ces législateurs qui nous ont retiré les 30%. Donc c'est pour ça que peut-être quand on parle de leadership féminin, qu'on se fasse notre autocritique aussi. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis bien d'accord. Vous savez, même au niveau du ministère des Finances, je ne suis pas des Finances, hein, mais j'entends des termes comme dire la loi rectificative des finances. Et quand on veut des projets, j'entends souvent dire des avenants. Donc je pense que sur le plan juridique aussi, je pense qu'on va avoir des avenants. Il faut qu'on se lève, que nous fassions prévaloir le leadership féminin. Le président de la République a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes, ne l'oublions pas. Je pense que ce n'est pas des paroles. Et puis, il y a autre chose aussi que nous devons pouvoir souligner. Peut-être qu'on a retiré ces 30% à son insu ou qu'il était en mission, je ne sais pas. S'il a même été informé de ça, en catimini. Donc, le problème, c'est quoi? Ça a été repris, ça sera remis. Nous allons nous lever, nous allons faire ce qu'il faut. Ce n'est pas la hache de guerre, ce n'est pas la force, les arguments, ce n'est pas la force de l'argument, mais ce n'est pas l'argument de la force, mais c'est la force de l'argument. Nous n'avons qu'à prouver que nous avons des capacités de leadership. En plus, on ne joue pas avec les acquis. Quand quelque chose est acquis, c'est acquis. Ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est même pas 30%. Aujourd'hui, nous parlons de parité. Nous voulons de 50% parce que nous ne sommes pas descendus de la planète Mars. Nous sommes comme les autres pays de la sous-région. Nous sommes comme toutes les universités du monde. Et nos sœurs de la sous-région nous interpellent. Nous allons au colloque, on se rencontre sur le plan mondial. J'ai une mission là, je dois aller assister à un atelier à Dakar. Et c'est des questions qu'on va parler encore. Donc moi, je pense que Madame le chef de cabinet, rien n'est encore perdu parce que la bataille ne fait que commencer. D'accord, merci beaucoup. Donc je vais maintenant passer la parole à Madame Kanté pour partager son expérience de la Côte d'Ivoire. J'en suis sûre que nous avons peut-être les mêmes défis, mais qu'est-ce que vous avez eu comme solution pour faire la promotion du leadership féminin dans l'enseignement supérieur? Je vous remercie, Madame la chef de cabinet. Je remarque que Madame la présidente de l'Association des femmes chercheurs de Guinée parle avec passion et détermination. Et c'est ce que nous attendons des femmes, de nos femmes. C'est important. Parce que le combat, comme elle a dit, ce n'est pas la hache de guerre. Le combat est difficile, le chemin sera périlleux. Mais il faudrait que nous-mêmes, femmes, nous n'abandonnions pas, nous n'abdiquions pas et que nous trouvons les mécanismes. Comme elle le dit, les lois sont faites par les hommes et ces mêmes lois-là ne sont pas immuables. On peut les changer à tout moment. Il faudrait pouvoir arriver au changement de paradigme. C'est cette lucarne que je voudrais ouvrir d'abord avant de parler de défis. Il faut dire que le défi qui se pose à tous nos pays, parce que c'est la même chose, que ce soit en Guinée ou en Côte d'Ivoire, c'est d'abord de former de nombreux scientifiques qualifiés afin que l'enseignement supérieur et la recherche soit le moteur du développement, aussi bien hommes et femmes. Et on constate qu'en Afrique, plus de 50% de la population est constituée de femmes. Donc il est donc important que les femmes prennent une part active dans l'enseignement et la recherche scientifique. Et donc, il faut relever leur niveau de représentativité. Et emmener également les jeunes filles à avoir de l'intérêt pour les sciences, les technologies, briser les stéréotypes. Parce qu'on avait coutume de penser que les femmes sont bonnes qu'à faire la cuisine, à faire des enfants, à rester derrière les casseroles. Je pense qu'aujourd'hui, autant que nous sommes toutes les femmes autour de cette table, Monsieur le ministre, je ne vous exclus pas, hein,
exerçons nos professions, les responsabilités que nous avons là, avec responsabilité. Voilà, les missions qui nous sont confiées. Et donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense que les autorités l'ont tellement bien comprise que la volonté politique y est. D'abord, le président de la République fait de son levier de développement la promotion de la femme, de l'enfant et des populations, des couches vulnérables. C'est écrit dans le PND 2016-2020, le second PND. Donc, dans ce sens-là, j'avais expliqué ici ce matin, parce qu'on en a parlé un peu au panel ministériel, qu'il existe en Côte d'Ivoire un compendium des compétences féminines. Et je vous assure que ce compendium a édifié même certains pays occidentaux. Parce que c'est un creuset où toutes les femmes, quelles que soient les compétences qu'elles ont dans divers domaines d'activité, peuvent s'inscrire avec leur curriculum vitae, avec toute l'expérience qu'elles ont capitalisée, aussi bien dans l'enseignement, dans l'éducation, dans le vivrier, dans le privé. Et ce compendium-là compile toutes ces informations qui sont là, qui sont à la disposition des autorités. Parce que nous aussi, comme en Guinée, on aspire à avoir au moins, nous on dit au moins, 30% de représentativité des femmes. Au moins 30%, sinon 60%, pourquoi pas. Et donc, dans ce sens-là aussi, en Côte d'Ivoire, nous avons une association des femmes chercheurs de Côte d'Ivoire qui a un plan d'action qui accompagne les femmes chercheurs, qui mène des actions de proximité dans les collèges pour inciter les jeunes filles à aimer les sciences, l'enseignement, et qui fait la promotion de la femme chercheur pour que, comme Madame la Présidente l'a dit, la femme puisse prendre toute sa place, le leadership féminin puisse être le moteur, puisse être celle-là même qui conduit le train, je dirais ainsi, le train de la recherche en Afrique. Je dis Afrique parce que c'est la même chose, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et il y a également, au niveau de la société mathématique, dirigée par le professeur Salou Touré, qui a instauré un concours Miss Mathématiques. Au lieu qu'on parle de concours Miss Beauté, c'est un concours Miss Mathématiques qui promeut l'excellence au niveau des jeunes filles, les inciter à aimer les sciences, les mathématiques, pour qu'on ait une représentativité plus élevée. Parce que c'est en amont qu'il faut agir. En même temps qu'on demande une certaine équité, si on n'a pas le profil requis, il faut bien qu'à la base, on puisse former des filles dans le domaine de l'enseignement de la science pour qu'on puisse parler d'équité, pour qu'à compétences égales, à diplôme égal, il y ait une saine compétition, qu'on puisse briser les stéréotypes. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, l'Université internationale, je poursuis, de Grand Bassam également, a initié une activité à l'intention des jeunes filles au niveau des lycées et collèges dans le cadre du STEEP Camp. Et cette activité est appuyée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, où des jeunes filles sont sélectionnées sur la base de l'excellence, des critères d'excellence dans des établissements d'enseignement supérieur, au collège, lycée, qui sont mises ensemble à l'Université internationale de Grand Bassam lors d'une sorte de séminaire ou de stage d'apprentissage à qui on apprend quelques techniques en matière scientifique, en matière technique. Et je vous assure qu'elles ont réalisé des choses merveilleuses. Elles ont pu monter. Comme je l'ai dit, j'ai eu le privilège de représenter Madame le ministre à une activité. Elles ont pu monter un ordinateur, une unité centrale d'ordinateurs. Elles ont pu fabriquer des produits désinfectants tels que la javel à partir de fruits qu'on trouve localement. Et nous, on a un légume, une graine qu'on appelle communément, je ne connais pas le terme scientifique, acquis chez nous, qui sert à parfumer la sauce. Elles ont pu extraire de l'huile à partir de cette graine-là. Donc voilà un peu, sans être exhaustive,
la politique qui est mise en œuvre en Côte d'Ivoire en matière de promotion de la femme dans la recherche en vue d'affirmer son leadership. Merci. Merci beaucoup, Madame la directrice de cabinet, pour ces bels exemples. Monsieur le ministre, peut-être que je vais vous poser deux questions. La première question, ce sera par rapport au quota, ce qui est demandé par la présidente de l'association des enseignantes. Qu'est-ce que le ministère, dans ce sens, compte faire? Et deuxièmement, comment appuyer aussi les initiatives des étudiantes qui sont dans nos institutions d'enseignement supérieur, qui ont de belles idées et qui ont besoin d'accompagnement pour que ces idées soient réalisées? Je dirais d'entrée de jeu, les quotas, je ne partage pas beaucoup cette idée-là, parce que ça ramène à l'idée de dire, bon, j'ai 30% ou j'ai 50%, je me contente de ça, et puis je ne fais pas l'effort nécessaire. Mais par contre, quand on se dit que les femmes ont leur place, que ce soit en matière de leadership ou dans d'autres domaines, et qu'elles se battent pour cela, et que l'environnement les aide, c'est l'environnement qu'il faut améliorer, notamment la formation, parce que je l'ai dit au début, les filles sont nombreuses au niveau primaire, mais au fur et à mesure qu'on avance, au collège, au lycée, ensuite ça baisse. Donc, à la sortie aussi, c'est sûr qu'on n'aura pas beaucoup de professeurs, il n'y a pas beaucoup de professeurs femmes aujourd'hui, beaucoup de masterisants, beaucoup de docteurs, il n'y en a pas assez, ou femmes entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le système qu'il faut essayer de changer, à mon avis, créer les conditions pour que beaucoup de filles puissent continuer leurs études jusqu'au bout, et en ce moment-là, on aura un vivier, en tout cas, ça va venir naturellement. Ça va venir naturellement. Tout à l'heure, quelles sont ces conditions? Non, créer l'accès à la formation jusqu'au bout. Comme j'ai dit, au primaire, il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de filles sont scolarisées, mais lorsqu'on passe au secondaire, le nombre baisse, on passe à l'université, ça baisse davantage. Elles ont parlé des problèmes, le mariage précoce par exemple, qui fait que beaucoup de filles sont obligées d'arrêter leurs études, ou notre environnement social n'est pas encore aussi révolutionnalisé pour permettre que beaucoup de filles continuent leurs études. Et ça, c'est de notre devoir en tant que responsable politique de faire en sorte que les conditions soient là pour favoriser la formation, même s'il faut subventionner quelque part la formation des jeunes filles. Et tout à l'heure, la directrice de cabinet du ministre ivoirien, la ministre ivoirienne de l'enseignement supérieur a dit il y a un compodium, c'est bien ça, hein, de compétences. Donc, nous, on n'en a pas ici. Peut-être que si on a ça, avant de prendre les décisions, on dit attention, ah, il y a telle femme, par exemple, Mme Diakité, ingénieure des mines, ah oui, elle pourrait bien occuper ce poste. Professeur Barry a telle compétence, elle est directrice de laboratoire actuellement, bon, on peut l'amener à tel poste, etc. On n'a pas ça. Donc, peut-être que c'est un premier pas. Et l'équité, moi, je suis d'accord pour ça, hein, parce que j'ai dit encore, là où il y a beaucoup de femmes responsables, en général, les choses marchent. Elles sont plus honnêtes, elles sont plus correctes, elles sont plus consciencieuses professionnellement par rapport aux hommes. C'est relatif, hein? Mais en général, ça marche. Le Rwanda est un bel exemple où les femmes occupent beaucoup de positions. Je crois que c'est pratiquement la parité là-bas, 50-50, mais 60%. Mais il y a un fait historique aussi. Avec le génocide, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été tués. Donc tout ça, ça a joué en faveur des femmes. Mais ce que je veux dire au finish, il faut que les femmes prennent leur propre destin en main et ne pas attendre que les hommes changent les lois ou quoi. Elles peuvent se lever, construire des lobbies et aussi faire du lobbyisme, si on veut parler ainsi. Donc, la balle est dans leur camp. Le tigre ne crie pas sa tigritude, comme le disait Wole Soyinka. Il bondit et attrape sa proie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Vous voulez... Allez-y, madame, s'il vous plaît. Madame la chef de cabinet, je voudrais rebondir un peu sur l'intervention de monsieur le ministre pour dire qu'en plus, il y a un autre mécanisme qui m'est venu à l'esprit qui pourrait servir également d'expérience pour la Guinée parce qu'il faut privilégier la coopération sud-sud et c'est ensemble, main dans la main, que l'Afrique va y arriver. Donc, je disais qu'il y a dans le cadre de la chaire UNESCO, il y a une chaire UNESCO Femmes, Eau et Pouvoir qui est dirigée par la ministre Euphrasie Yao,
qui avait été ministre en charge de la femme, qui essaie d'encadrer les femmes, les former au leadership, pour que les femmes puissent prendre pleinement leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et je vous assure qu'il y a eu des témoignages de femmes qui, au début, disaient qu'elles menaient une activité, par exemple, dans le vivrier. Mais elles ne savaient pas comment faire pour fructifier leur activité, comment planifier, comment faire des économies, etc., etc. Mais grâce à Femmes, Eau et Pouvoir, elles ont pu asseoir leur activité. Comment prendre la parole en public? Comment une femme peut s'exprimer devant un auditoire vraiment avec assurance, avec aisance? C'est des choses qui pourront nous emmener à affiner notre leadership. Je pense que cela est très, très important à relever. Je voudrais terminer sur le fonds que j'avais évoqué tout à l'heure, que la Côte d'Ivoire a mis en place, qui est dédié uniquement à la femme, le FAPESI, le Fonds d'appui à la promotion de la femme chercheur. Pour pouvoir bénéficier de ce fonds, il faut être femme chercheur, enseignante, chercheur ou chercheur, postdoctorante, doctorante ou les étudiantes qui sont inscrites en 2e année de master. Donc, c'est des expériences qui pourraient, je pense, à mon avis, servir. Merci. D'accord. Je pense que c'est des expériences très intéressantes, encore une fois de plus. Donc, j'aimerais peut-être un peu aller dans les défis qui ne sont pas seulement liés aux défis de financement de formation, mais des défis en tant que femme et professionnelle. La réconciliation entre les deux. Parce qu'on vous voit très, très engagée, très bien formée, intellectuelle. Comment vous pouvez inspirer les étudiantes que c'est possible de pouvoir être une femme de pouvoir, une femme intellectuelle, également être une femme au foyer? Parce qu'à un moment, les étudiantes ou les jeunes femmes sont confrontées à pouvoir choisir. Soit je vais me marier, me concentrer la plupart de mon temps à mon foyer, aux enfants, ce que la société d'ailleurs encourage, soit je me dis mon travail est très important et je dois concilier les deux. C'est une question très difficile de trouver cet équilibre. Est-ce que vous avez peut-être pu trouver, vous, des solutions pour avoir l'équilibre travail et vie professionnelle? Madame Billy? Je vous remercie et je commencerai par dire que tout est question de volonté et d'ambition. Et il faut déjà que la jeune fille se mette en tête que ce n'est pas parce qu'elle est fille qu'elle doit croiser les bras, et ce n'est pas parce qu'elle doit se marier qu'elle doit croiser les bras. Il faut que très tôt, les parents cultivent en elle qu'elle est à égalité avec ses frères, si elle en a, et qu'elle doit travailler, qu'elle doit étudier et aller très loin. Et ça, c'est très important à mon avis, parce que personnellement, j'ai été beaucoup encouragée par mon père. C'est lui qui était toujours derrière pour nous dire, et ce qui a fait d'ailleurs que toutes ses filles sont universitaires, il était derrière pour nous encourager à étudier. Et je peux même dire qu'il nous a encouragés plus que les garçons. Le deuxième aspect, il faudrait que très tôt aussi, la jeune fille sache ce qu'elle veut et que les parents aussi l'aident à s'orienter. Il ne faudrait pas qu'ils imposent à leurs enfants ce qu'eux, ils veulent que la fille soit, mais plutôt l'encourager dans ce qu'elle veut devenir. Il faut aussi qu'elle ait de l'ambition, qu'elle se compare tous les jours aux garçons, qu'elle se dise, si lui, il a pu faire ça, moi aussi, je vais le faire. Au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire déjà dans la recherche, il faudrait qu'elle consacre une très bonne partie de son temps à la formation. Il ne faut pas qu'elle se décourage, qu'elle se dise, bon, je suis avancée en âge, je ne dois pas étudier. Madame Sow, conciliation entre vie professionnelle et emploi.
À mon avis, tout est question d'organisation. Ce n'est pas parce qu'on est, on est dans la recherche ou dans l'enseignement qu'on doit plus s'occuper de son ménage, de ses enfants et tout. Personnellement, peut-être c'est une chance que j'ai eue. Là où je travaille, c'est pas loin de chez moi. Mais je me permettais de venir avec mes enfants au boulot. Je les mettais là quelque part dans un coin et je faisais le boulot que j'avais à faire. Et à aucun moment, on a senti que c'est parce que j'avais les enfants que mon niveau a baissé. Donc, il faut essayer de concilier les deux et c'est ce qui permet de donner une meilleure éducation aux enfants aussi et de réussir dans la vie. D'accord, je vais poser la même question à Dr Diaka. Je sais que vous venez d'accoucher, vous êtes nourrice, mais en même temps, je vois active partout. Des activités à l'université, vous avez des initiatives, vous voyagez. Comment vous pouvez concilier les deux? Merci, très belle question. Avant quelques mois, je n'étais pas encore mère, donc je répondais souvent aux gens, oh, il faut beaucoup de planification, on arrive à faire ci, il faut mettre dans son agenda ça. Mais depuis quelques mois, je vis à fond ma vie de femme active, c'est-à-dire en termes d'emploi, et je vis également ma vie de nourrice, comme vous venez de le constater. Donc, je pense qu'il faut assez de planification, en fait. Pour ma part, j'ai eu à déménager, me rapprocher un peu plus de mon lieu de travail pour pouvoir concilier, en fait, les deux vies. Ensuite, il a fallu quand même assez d'aide de la part de mes parents. Il faut, parce que je dois laisser quand même ma petite fille avec quelqu'un en qui j'ai confiance, dont ma mère et peut-être ma sœur. Donc, il y a pas mal de problèmes qui subsistent quand il faut concilier les deux. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la vie professionnelle, je le prends beaucoup à cœur. Mais j'ai voulu quand même faire un peu plus, je mets un peu plus de frein pour pouvoir vraiment concilier les deux. Donc c'est un grand problème. Ce que je vais peut-être dire aux jeunes filles qui sont présentement en situation de classe, moi j'ai eu à faire un choix. Pour arriver jusqu'au doctorat, j'ai dit carrément à mes parents, malgré le cliché, il faut te marier, j'ai dit non. Je savais qu'il va y avoir beaucoup de concessions à faire à long terme. Donc, je ne veux pas que quelque chose vienne freiner en fait mon élan dans mes études et mon élan dans ma carrière. Donc, j'ai soutenu il y a 3 ans. C'est seulement après ma soutenance de thèse que je me suis mariée. Et il a fallu que je sois vraiment stable dans mon milieu professionnel pour m'engager dans la vie conjugale en fait. Donc, voilà pour ma part. D'accord. Hadja, vous voulez aussi partager votre expérience dans ce sens? Je vous remercie. Cette expérience, je l'ai vécue à partir du moment où j'ai été fondatrice depuis 1999. J'ai pu concilier cette activité aux activités aussi de ma vie conjugale. Je n'ai pas eu de problème. D'abord, j'ai été mariée très tôt, j'étais à l'école. Moi, j'ai pu concilier ça quand même, j'ai pu finir mes études. On peut faire les deux, on peut se marier. Oui, on peut faire les deux. Quand j'étais étudiante, donc j'étais là, j'étais mariée. Mais je vous dis, ce n'est pas facile. Mais quand même, j'ai pu m'en sortir. J'ai pu m'en sortir. Et puis, ce que je vais conseiller, d'abord, à l'Institut René Lévesque, là où j'ai commencé ma carrière professionnelle, je n'ai que des filles femmes mariées là-bas. Je n'ai que des filles femmes. Je vous ai dit tout de suite, là, 95% des étudiants sont des filles femmes. Donc, j'ai toujours encouragé les filles à accepter ce calvaire, parce que c'est indispensable pour une femme d'étudier, que de dire je suis allée jusqu'au niveau du brevet, je ne peux plus, on m'a mariée, et puis où je suis allée au niveau du bac, je laisse. Donc, elle supporte quand même, elle aussi, selon les conseils que je prodigue toujours au niveau de cette formation. Voilà, donc, c'est pas facile, mais il faut quand même vivre avec. Madame Kanté. Je vous remercie. Merci. Madame la chef de cabinet, je pense que mes prédécesseurs, celles qui m'ont précédée, ont dit l'essentiel. C'est quoi? Détermination, courage pour les femmes et avoir un cap, une vision. Parce que si on n'a pas de vision, on n'a pas un cap vers lequel on veut aller, on ne pourra pas concilier. Il n'y a pas pour moi,
il n'y a pas de choix à faire entre carrière professionnelle et vie familiale. On doit pouvoir allier les deux. Carrière professionnelle doit pouvoir faire partie de notre vie quotidienne. Vie familiale également doit pouvoir faire partie de notre vie quotidienne. Certes, c'est un exercice difficile à faire, mais il faut également qu'on puisse changer de paradigme. Je sais que dans nos pays, c'est difficile, mais il faut aussi que les hommes nous aident, nos conjoints. On voit que dans les pays développés, il n'y a pas que la femme qui fait les travaux ménagers. Je sais que là, je vais peut-être choquer, parce qu'il y a les pesanteurs socio-culturels. Mais il faut qu'on puisse y arriver et que l'homme avec lequel la femme chemine puisse comprendre que la femme, certes, a un rôle à jouer au foyer, mais elle a un rôle également à jouer au niveau professionnel, en raison des aptitudes, des compétences intellectuelles, professionnelles qu'elle a. Donc, il faut que les hommes nous accompagnent. Voilà, parce qu'à un certain niveau de responsabilité, il est difficile de se dérober. On n'a pratiquement pas d'agenda. Madame la chef de cabinet le sait. On n'a pas d'agenda. Votre agenda est tributaire de celui de monsieur le ministre, qui est tributaire de celui du président de la République, qui est peut-être tributaire de celui de la CEDEAO ou de l'Union africaine, etc., etc. Il nous arrive des fois, moi il m'est arrivé des fois de rester au bureau jusqu'à 4 heures du matin pour être là à 8 heures. J'ai pratiquement dormi là parce que j'étais sur des dossiers chauds avant d'arriver à l'enseignement supérieur. Je n'étais pas encore, j'étais au cabinet de la première dame. Il m'est arrivé de le faire parce qu'on avait des impératifs. Et il fallait démontrer que nous sommes à la hauteur. Parce que si nous, femmes, nous ne démontrons pas que nous sommes à la hauteur, nous sortons, nous nous excluons nous-mêmes. Parce que c'est ce que les hommes nous opposent. Ils nous disent quoi? Mais on va les nommer. Elles vont tomber enceintes. Excusez-moi. Elles ne pourront pas être opérationnelles. La grossesse, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Voilà. Elles vont se targuer du fait qu'elles doivent aller faire à manger. On peut faire, il y a plusieurs systèmes comme en Europe, on peut faire précuire, mettre au congélateur, c'est des exemples. Et en Afrique, ici, nous avons la chance, nous, d'avoir des aides à la maison. Des filles, des dames qui nous aident dans nos travaux ménagers. Mais les femmes, en Occident, n'ont pas ce choix-là. Mais elles sont appuyées par l'homme. Donc, c'est une complémentarité, moi, je pense. Merci. Merci beaucoup. Dr. Djilabou, avant que je finisse avec monsieur le ministre. Franchement, le point commun dans tout ça, c'est le courage. Moi, je dois dire qu'une femme leader, en fait, n'a pas une personnalité à son lieu de travail qui est fondamentalement différente de sa personnalité de tous les jours. C'est-à-dire, quand on est femme leader, on ne joue pas un rôle. On l'assume parce qu'on y croit. Quand on parle du leadership des femmes, de la promotion des femmes, des fois c'est un discours, des fois on pense que c'est de la mamaya, des fois on met un peu de poudre dessus pour nous faire plaisir. Mais nous savons bien les gens qui croient, comment ils se comportent. Quand on croit à une chose, on croit. Je dois vous dire que, puisqu'il est question de petits souvenirs, j'ai été expert national de la conférence internationale des femmes à Beijing en 1995, sous l'auspice de Mme Yvonne Condé, qui était ministre alors. La conférence préparatoire à Dakar, j'ai voyagé avec mon bébé qui avait 6 mois. Mon dernier enfant, il avait 6 mois. C'était tellement marrant que Mme Yvonne a dit que mon bébé était chef de délégation. On a payé son billet d'avion. Et moi, je portais mon kangourou. On est descendu à Dakar, on est parti à l'hôtel. J'ai une tante qui était à Dakar, elle venait chercher le bébé à 6h30. Moi, j'allais à la conférence, je travaillais. En plus, j'étais présentatrice de quelques thèmes. Et puis, elle ramenait l'enfant à 19h. En ce moment, j'étais dans la même chambre que Hadja Rabia Doussera Diallo, que nous connaissons tous, notre grande syndicaliste. On partageait la même chambre. Et ce bébé a dormi entre nous deux pendant toute la durée de la conférence. J'étais très fière de ça parce que cela ne m'a pas empêché de faire mon devoir. Ensuite, par rapport à ce que notre invité vient de dire, je m'adresse aux étudiantes. La grossesse n'est pas un handicap. Moi, à la veille de mon accouchement, j'étais en classe à la faculté des lettres et sciences. Je donnais mon cours. Et puis quand on est venu dire au doyen le matin que Mme Barry a accouché, on dit mais non, elle était en classe le matin, elle était enceinte. C'est vrai, j'étais bien enceinte. Et j'ai accouché de mon bébé parce que je dis à mes étudiantes, j'ai ma secrétaire qui est enceinte. Je l'exige au laboratoire de venir chaque matin parce que je dis, oh, tu n'es pas malade, tu es juste enceinte. Donc ça, c'est extrêmement important. Exactement. On doit vivre avec.
Et puis pour un peu appuyer les paroles de monsieur le ministre, ça ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est une vérité. Des chercheurs ont suggéré que les femmes possèdent un avantage sur les hommes dans le milieu du travail en raison de leur plus grande promptitude à adopter un leadership collaboratif et un leadership de renforcement de capacité. Je continue la citation. Les futurs leaders, hommes ou femmes, devront avoir des qualités féminines pour pouvoir résoudre les problèmes les plus difficiles. Les leaders féminins savent précisément qui elles sont, ce qu'elles veulent et ce qu'elles apportent au travail. En dépit de ceci, elles sont moins dirigées par leur ego et sont plus inclines à partager. Je vous remercie. Exactement, merci beaucoup. Et pour terminer, monsieur, avant que je ne passe la parole à l'audience, monsieur le ministre, est-ce que vous accompagnez votre femme, vos sœurs, pour qu'elles puissent réussir dans leur parcours? Bien sûr. Et la preuve, c'est au niveau du ministère. Vous êtes au courant, puisque la directrice du service genre est là. Elle voit tous les efforts que nous faisons pour améliorer la formation des étudiantes et les femmes enseignantes également. Et au niveau de l'enseignement même, comme j'ai dit tantôt, nous sommes en train de voir quel environnement créer pour justement encourager les jeunes filles dans leurs études, en tout cas celles qui sont à l'université, pour qu'elles puissent aller jusqu'au bout. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Certaines viennent de l'intérieur pour Conakry, d'autres quittent Conakry pour aller à l'intérieur du pays. Donc, nous réfléchissons pour voir comment on peut améliorer leurs conditions d'accueil dans les différentes universités. Mais nous sommes aussi ouverts à toutes les suggestions, parce qu'à nous seuls, on ne peut pas imaginer toutes les solutions. Donc, dès qu'il y a des pistes de solutions, qu'on vienne nous contacter, on nous dise, il y a ceci, cela à faire. Et donc, nous sommes ouverts à toutes les propositions. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je me tourne vers l'audience. Apparemment, nous n'avons que 5 minutes. Donc, je vais prendre 3 questions. Une question des enseignants ou des professionnels et 2 questions des étudiants. Le micro, s'il vous plaît. Oui, oui. Merci, madame. Et je remercie vraiment les initiateurs de ce panel-là. Ainsi, moi, je n'ai pas de questions à poser pratiquement. Oui, oui, je dis que je n'ai pas de questions pratiquement à poser, mais je reviens sur quelques points. Étant le chef du service genre et équité du ministère de l'Enseignement supérieur. Premièrement, je reviens sur les acquis que monsieur le ministre vient vraiment de parler. Par rapport aux acquis, on peut dire qu'il y en a quand même eu des actes qui ont été posés. Parce que même du fait de mettre en place un service genre et équité et le classer vraiment, le rattacher directement au cabinet du ministre, c'est vraiment important. Il y a eu les problèmes, il y a eu la mise en place d'un programme de soutien aux filles-femmes dans lequel on a parlé de quotas, mais dans l'arrêté là, qui a été signé en 2015, il est dit qu'en 2020, on souhaiterait avoir 20% de femmes enseignantes ou chercheurs dans notre système. Ça, c'est vraiment une vision qu'on s'est fixée. En plus de ça, il y a eu les antennes et le prix d'excellence, ça a été dit, mais il y a quelque chose de très important, cette formation des formateurs. Parce que les gens que nous avons eu à cibler, c'est des futures enseignantes qui ont été mises au master pour qu'elles puissent vraiment démarrer. Tout ça là pour combler la sous-représentation dans laquelle nous nous trouvons. Merci beaucoup. Hadja, merci. Je pense qu'on va prendre les questions parce que nous sommes acculés par le temps. D'accord. Mais toute personne qui veut avoir des informations sur le service genre, vous pouvez vous approcher de Hadja Aïssatou Mbara
qui pourra vous donner beaucoup d'informations sur les acquis du ministère. D'accord. S'il vous plaît, je vais juste prendre une autre question. Ok. Raja. Comme c'est 5 minutes qui restent, je comprends. Merci. Merci. Merci madame. Je ne ferai pas 30 secondes, hein. C'est juste une petite observation que je voudrais faire. Je pense que monsieur le ministre a dit quelque chose de très important et c'est ce que madame Barry semble avoir compris. C'est justement pour les femmes, concernant la question du leadership, c'est de se constituer en lobby. Et c'est important. Je vais juste rappeler, pour le cas du Sénégal, que je connais un peu, pour arriver au vote de la loi sur la parité à l'Assemblée nationale, mais également au niveau de l'administration de manière générale, il y a eu des femmes qui véritablement se sont organisées, comme on appelle, pour se constituer en des groupes de pression. Il y a le Conseil sénégalais des femmes, le COSEF, il y avait l'association des femmes juristes, il y avait les universitaires, les ONG. Donc c'est toute cette fédération d'énergie et de femmes qui ont permis aujourd'hui d'arriver à ce stade. Donc c'est très important, il faut agir sur ce levier-là et c'est assez important. Par exemple, le professeur Ismaël Madior Fall, qui était à l'université de Dakar, aujourd'hui ministre de la Justice, ensemble, les universitaires, les femmes, les ONG ont tous travaillé pour arriver à cela. Merci beaucoup. Maintenant, les étudiants, par ici, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a des mains par ici. Voilà. Bonsoir tout le monde, je me nomme Diallo Adjaka Diatou, étudiante en licence 3 sciences de l'éducation à l'ISEG. Ma question est à l'intention des dames qui sont devant nous ce soir. Je voudrais demander à ces dames, est-ce qu'elles ont mis en place un projet de sensibilisation sur comment est-ce que je vais dire, le complexe d'infériorité au niveau des hommes pour permettre aux femmes de s'épanouir? C'est important. Parce que si vous voyez, nous avons des problèmes, c'est parce que les hommes ont un complexe d'infériorité en fait. Voilà, je vous remercie. Merci. Il y a une par ici, s'il vous plaît, mademoiselle. De l'autre côté, s'il vous plaît. Non, de l'autre côté, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir à tous. Madame, au fait, je voulais commencer d'abord par l'adage qui dit que derrière tout grand homme, il y a toujours une dame de fer. Mais il y a un problème qui est là. Depuis à bas âge, il y a l'esprit de l'infériorité qui est cultivé en la jeune femme sur le plan religieux. Jusqu'à ce qu'on dit que la femme doit toujours respecter son mari, ça veut dire que la femme doit toujours rester au-dessous de son mari. Avec l'idée en question, les jeunes filles évoluent avec cela. Même on a constaté dans les salles de classe, maintenant là, nos chefs sont des hommes. On peut voir comme ça 2 chefs, après la 3e, c'est une fille. Mais pourquoi cela? Et comment faire aussi pour enlever l'esprit d'infériorité là sur l'esprit des jeunes filles? Je vous remercie. Merci beaucoup. Une toute dernière question, sinon je vais me faire engueuler. De l'autre côté, s'il vous plaît. Une toute dernière. On peut donner à un garçon aussi, hein? C'est pas seulement... Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi les jeunes filles sont toujours victimes du mariage précoce. Pourquoi les jeunes filles de la Guinée ne sont pas émancipées? Pourquoi les jeunes filles ce sont que les jeunes filles qui sont exploitées? C'est ma question, merci. D'accord, je pense qu'on va déjà répondre très rapidement. Voilà, très rapidement. Donc, rapidement, là, je vois qu'il faut faire vite. Un instant, donc, docteur Barry, un instant. Je vais juste récapituler et chacun, je pense que pour le mot de la fin, va répondre. Donc, les 2 questions, il y a eu 3 voilà, qui se ressemblent. Confiance en soi, voilà, l'implication des hommes ou le complexe d'infériorité des garçons et des hommes, et surtout le fléau qui nous touche en ce moment, le mariage précoce. Donc, si vous voulez commencer, et ce sera aussi votre mot de la fin. Moi, oui, bien sûr. Moi, juste pour la sensibilisation par rapport aux questions de genre, c'est une préoccupation effectivement parce que notre association a été contactée par la directrice de l'école franco-guinéenne, je crois, à l'ambassade de France. Elle nous a contactés parce qu'elle avait le désir de faire un gros projet avec nous pour les universités sur les questions d'égalité entre les sexes à l'intérieur des universités. Donc, nous sommes en train de penser à ça et à l'heure où nous sommes en train d'élaborer les TDR pour les contacter. Je pense que vous le verrez dans vos universités. La deuxième chose, quand on dit que la femme doit respecter le mari, ça ne veut pas dire qu'elle est inférieure au mari. Il s'agit juste d'un respect mutuel. Nous avons nos valeurs et il faut les respecter, c'est important aussi. Merci beaucoup. Madame Mousseau. Moi, je veux juste dire que c'est par la sensibilisation qu'on pourra changer ce comportement-là.
Parce que déjà, comme on l'a signalé tantôt, nous les femmes, nous sommes handicapées par les stéréotypes socio-culturels. Ça, c'est ce qu'elle a relevé tout à l'heure. Mais avec la sensibilisation, nous pourrons changer les choses. Mais à vous, les jeunes filles aussi, vous devez vous dire que, arrivé à l'université quand même, vous devriez changer vos comportements. Mais malheureusement, vous pouvez rencontrer une universitaire, quand vous parlez avec elle, vous avez l'impression qu'elle n'a jamais été à l'école. Donc, vous devez réfléchir sur toutes ces questions-là et voir comment changer votre comportement personnel. Et nous sommes en train de travailler, on a un réseau qui fait la promotion des filles aussi dans les domaines des sciences. Donc, on est en train de mettre les choses en place pour accélérer la sensibilisation. Mais pour terminer, j'aimerais ajouter quelque chose. J'appelle les filles et les femmes à plus de solidarité, parce qu'on est handicapé par ça aussi. Quand vous avez une fille qui réussit, elle ne pense pas à ses consoeurs. Elle préfère voir un homme réussir que de voir sa consoeur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame la directrice de cabinet, s'il vous plaît. Oui, alors moi, je voudrais juste dire que je crois qu'il y a un intervenant qui l'a dit avec l'exemple du Sénégal, il faut des groupes de pression de femmes. Pour arriver à ces changements, cela s'est passé en Côte d'Ivoire, où on n'est pas très avancé, mais il y a un début de commencement. Parce qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions notre destin en main pour sensibiliser, communiquer sur le fait que hommes, femmes, nous sommes tous égaux. C'est vrai que le cadre juridique est là, mais dans l'effectivité, il faudrait que nous-mêmes, nous nous battions, parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Merci. Merci beaucoup. Hadja Salimatou Diallo. Merci. Moi, je dirais tout simplement que nous, les femmes, devons avoir confiance en nous-mêmes et que ces filles qui sont sur les bancs doivent savoir qu'elles ne sont pas inférieures aux hommes, qu'elles peuvent faire plus que les hommes. Et généralement, d'ailleurs, ce qu'on remarque, après les évaluations, toutes les premières places sont occupées par les filles. Ça, je le dis, hein, parce que je suis fondatrice. Je vois les résultats qui se passent. Donc, il ne faudrait pas qu'on se dise qu'on ne peut pas, qu'on est incapable. Donc, il faut avoir la confiance en soi. Pour mieux sauter, il faut vraiment préparer sa monture. Donc, il faut travailler dur comme les hommes. On n'est pas incapable. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, oui, très rapidement, je voudrais répondre à la question de la jeune fille par rapport au projet que nous avions mis en place pour pallier à ce complexe d'infériorité au niveau des écoles. Donc tout à l'heure, je l'avais dit dans mon introduction que Madame Billy et moi, on y avait pensé tout à l'heure. Donc on est en train de mettre quand même un réseau en place où nous allons passer dans les écoles et les universités pour les sensibiliser sur cette question de choix d'abord de filières et de carrières, mais également sur ce complexe et comment remédier à cela. Rapidement, par rapport à la question aussi de la jeune fille par rapport au mariage précoce, on est également en train de mettre un réseau de femmes en place, de la France, du Canada, des États-Unis et de la Guinée, sur tout ce qui est protection des femmes. Donc certainement, très bientôt, vous allez entendre parler de ce réseau pro-femmes pour la protection des femmes. Et pour finir, peut-être un message qui s'adresse à nos gouvernants et autres, et peut-être à toute l'Afrique, il faut qu'on retienne que lorsque les femmes progressent, les économies progressent également. Exactement, merci beaucoup. Et le mot de la fin de Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Les femmes ont gagné. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. Pratiquement, il faut une révolution de mentalité dans nos sociétés parce que le poids de la tradition est encore très important. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la tradition est mauvais, mais il faut améliorer les choses et je pense que ça passe par l'éducation. Il faut que l'État, les communautés mettent beaucoup l'accent sur l'éducation des jeunes filles. Et je pense qu'en Guinée, il y a eu beaucoup de progrès. Il reste du chemin à faire. Mais je pense que le plus, il y aura de femmes éduquées parce que ce matin, la directrice du cabinet disait dans le foyer, lorsqu'une femme dans un foyer est éduquée, elle accorde beaucoup plus d'importance à la formation de ses enfants, donc par ricochet des filles. Et parce que dans notre société, souvent on entend, bon, les filles ne peuvent pas hériter, donc il faut toujours forcément avoir un enfant garçon. Non, il faut dépasser ce stade-là. Une femme, quand elle est bien formée, on l'a montré, est beaucoup plus responsable qu'un homme. Mais tout est relatif, hein, tout est relatif. Mais dans tous les cas, ce que je dis, éducation, 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 formation, et je pense qu'on pourra régler assez de problèmes. Merci beaucoup pour ce beau panel. Je pense qu'il mérite de grands applaudissements, s'il vous plaît.
Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos expériences. Et ce que nous pouvons retenir, je pense que c'est partagé, c'est la formation des jeunes filles. Ça commence à ce niveau, la protection, l'encouragement, la confiance en soi, que les jeunes filles sachent qu'elles sont capables de faire comme les hommes ou pourquoi pas plus que les hommes. Au niveau institutionnel, il faut également un accompagnement en termes de formation à des niveaux élevés, le master et pourquoi pas plus, parce que nous voyons que les femmes qui ont la volonté d'étudier n'ont pas peut-être les moyens financiers pour accéder au poste universitaire, donc le master, le doctorat. Donc il y a eu des initiatives déjà du ministère que nous apprécions. Il y a des associations de lobby des femmes qui vont continuer aussi à pouvoir faire des suggestions au ministère et au gouvernement pour qu'au finish, nous ne parlions plus de discrimination positive, mais qu'il y ait cette parité et que vraiment les hommes, les femmes, le plus important, c'est le développement du pays et que chacun puisse contribuer à sa manière. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et nous espérons que ce panel a pu servir de modèle, a pu vous donner des informations sur ce que nous faisons pour la promotion du leadership féminin en Guinée. Je vous remercie.